Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, malgré un contexte sanitaire des plus moroses, je suis très heureuse de vous accueillir au sein de ce Festival du roman féminin virtuel 2021. Donc, haut les cœurs, on ne va pas se laisser abattre non plus par un virus. Merci à vous de nous rejoindre autour de ce panel consacré aux héroïnes indépendantes. Pour discuter de ce sujet passionnant, je suis bien entendu entourée d'auteurs triés sur le volet. Je les laisse se présenter. Donc, on va commencer par Kiera, puisque tu es à ma gauche. Bonjour, alors heureuse de vous rencontrer, enchantée. Donc je suis une jeune auteure, j'ai écrit mon premier roman en septembre, c'est une romance avec un peu de suspense. Voilà, j'écris depuis 5 ans maintenant, je me suis lancée, j'ai commencé par des blogs et puis j'ai mon imagination qui était complètement débordante, donc j'ai commencé à poser des mots sur du papier. Et puis, quelques mois plus tard, j'étais à 400 pages, donc je me suis dit, bon, bah, va falloir faire quelque chose. Et j'ai mis longtemps avant de publier parce que au début, c'était pour moi. Et puis, j'avais vraiment besoin de trouver un sens pourquoi publier. Est-ce que j'avais vraiment envie d'être lue dans le sens où, qu'on le veuille ou pas, c'est toujours une partie de nous-mêmes. Moi, je suis autant auteur que lectrice, voire beaucoup plus lectrice. Euh, Souvent, malgré tout, même s'il y a un personnage auquel je m'identifie, auquel je m'attache, j'ai toujours l'auteur en tête. Et du coup, j'ai le sentiment de la découvrir en fait, elle. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup quand à la fin, il y a des auteurs qui écrivent. J'ai été, par exemple, je pense à Lisa Garner qui est allée voir le FBI pour prendre des réflexions pour écrire ses livres. Et ben en fait, moi, c'est ce que ça m'a fait vraiment ça. C'est quand j'écris de la romance, quand je vais un peu loin dans les histoires d'amour, est-ce que c'est une partie de moi en fait que je vais dévoiler. Donc voilà, j'ai dû faire tout ce petit parcours là et puis finalement j'ai publié et franchement je regrette pas du tout parce que la rencontre, le contact avec les lecteurs, mais c'est juste un truc de fou. Là, c'est par exemple comme là, si j'arrête pas maintenant, je vais parler pendant 1000 ans. Donc voilà. Donc, on va vous arrêter. Voilà. Je vous rappelle qu'on n'a que 30 minutes. Donc, passons à Tony Béard. Présent. Bonjour. Eh bien, écoutez, moi, ça fait plus longtemps que j'écris. J'ai publié mon premier roman en 2008. J'ai publié 6 romans. Je fais également partie d'un collectif de romancières qui s'appelle la Team Romcom. On écrit des comédies romantiques de Noël ou d'été, enfin voilà. Et puis, je tiens également depuis longtemps un blog qui s'appelle comédieromantique.com, qui est un peu le blog de la référence, le blog officiel de la comédie romantique. Et voilà, je suis d'abord moi aussi une lectrice avant d'être une romancière. Je lis depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et je me suis lancée. J'ai publié mon premier roman qui s'appelle Cuba et Tango chez Lattès. Et j'en ai publié plein d'autres. Et là, je viens de sortir, il n'y a pas très longtemps, La chanson du rayon de lune aux éditions Charleston. Et juste l'année dernière, j'ai sorti Si tu m'oublies. Donc, ce sont mes 2 derniers romans, toujours chez Charleston. Voilà. Alors, merci beaucoup. Autour de Jessica Hélène maintenant. Alors, moi, je suis une jeune auteure canadienne, la seule canadienne en plus, je crois, dans le panel. Donc, j'écris depuis 2 ans et demi. J'avais commencé sur la plateforme d'écriture en ligne Wattpad où j'ai été repérée par Butterfly Édition. Et ensuite, j'ai publié 3 romans avec eux et il y a mon 4e qui va sortir chez Nisha et Kaetera. Le 6 mai. Donc, mes 2 premiers romans, c'était vraiment mes débuts. Mais maintenant, je me concentre davantage sur les romances engagées. Donc, c'est toujours des thèmes forts, des cris du cœur au niveau de la société, avec des héroïnes souvent féministes ou qui ont vraiment des choses très importantes à dire. Donc, c'est vraiment un petit peu ma spécialité. Et dernièrement, je me suis lancée dans la fantasy. Donc, voilà. D'accord, très bien. Et autour de Shani Brooks? Oui. Alors, moi, là-bas, je suis pas auteur de romance, je suis auteur de science-fiction, fantasy, trucs de zombies, machin. Et je suis arrivée à la romance assez tard. Donc voilà, j'en ai quand même publié, je sais pas, bon, il y a des sagas, des machins, on va dire, il y a Oui, 4 histoires, quoi. j'ai chroniqué la couleur du poison
Ah oui, ça c'est un cas à part. Hein. J'écris plutôt de la comédie romantique, mignonne, rigolote, un peu érotique ou pas toujours. Dans le genre, les 2 derniers qui sont sortis, c'est l'Opération Séduction l'Otaku Café. Donc là, c'est avec des fans de manga, donc c'est totalement déjanté. Et juste un sourire pour Noël. Donc là, c'est cocooning et il n'y a pas trop de sexe dedans. C'est mignon. Voilà. Mais bon, l'autre, ce que je vais chroniquer, c'est vraiment à part. Moi, je suis tombée peut-être sur le mauvais livre alors. Non. Voilà. Sinon, j'ai été au Canada justement pour faire référence à Jessica. Donc, j'aime beaucoup le Canada et c'est d'ailleurs là que je me suis débloquée et c'est en revenant du Canada que j'ai commencé à écrire. Vraiment. On n'écrit pas une romance avec des zombies alors. Oui, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous allons démarrer la table ronde sur les héroïnes indépendantes. Donc, je voulais savoir ce que le mot indépendance, en fait, chez les héroïnes, évoquait pour vous. Qu'est-ce qui caractérise une héroïne indépendante? Dans une romance, hein, je précise. Pas tout à la fois. Je peux y aller dans ce cas-ci. Pour moi, une héroïne indépendante, c'est quelqu'un qui va prioriser avant tout, qui va se prioriser soi-même. Je suis vraiment fervente, en fait, quand j'écris de la romance, de mettre à l'avant le principe que l'amour n'est pas la réponse à tout. Je suis une grande romantique dans l'âme, mais j'aime aussi l'idée qu'une femme peut trouver son bonheur ailleurs que juste en amour, et l'amour va devenir une sorte de clé pour lui permettre de s'épanouir d'une autre manière, mais c'est jamais la façon primaire, dans le fond, de l'épanouissement de l'individu. Je pense que c'est super important d'en parler, justement, parce que surtout les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui vont lire maintenant de la young adult, de la new adult aussi, de la new romance. Puis je pense que c'est très, très, très important de montrer aux jeunes filles que, ben oui, l'amour, c'est vraiment génial, c'est vraiment chouette, mais c'est pas tout dans la vie. Il y a l'amitié, il y a le travail, il y a la famille. Donc, selon moi, une héroïne, c'est vraiment, qui est indépendante, c'est vraiment quelqu'un qui est accompli dans d'autres sphères que juste l'amour. Et la relation amoureuse peut vraiment s'imbriquer dans sa vie, mais pas nécessairement devenir le point central. D'accord, donc c'est quelque chose qui vient en second plan, alors, du coup, là. Pas nécessairement second plan, ça peut être au premier plan, mais quand j'étais plus jeune, en fait, c'est que j'avais tendance à lire beaucoup d'histoires romantiques pour adolescents où vraiment l'amour, c'était la réponse à tout. La personne était triste, c'était toujours à cause de son copain. La personne était heureuse, c'était toujours à cause de son copain. Selon moi, une héroïne indépendante, c'est quelqu'un qui peut trouver le bonheur ailleurs aussi, mais aussi bien en amour également. D'accord. Oui, moi je pense qu'une héroïne, ce qu'on appelle une héroïne, moi je fais pas vraiment de la romance, hein, je fais du roman contemporain ou du roman féminin avec celui-ci, le dernier, il y a une partie historique. Et justement, dans celui-là, l'indépendance de l'héroïne prend tout son sens parce que ça se passe au 19e siècle, sous Napoléon III, sous le Second Empire. Et à cette époque-là, les femmes avaient vraiment très peu de pouvoir. Elles étaient considérées légalement comme des mineurs. Si par exemple, elle voulait monter une entreprise, elle pouvait pas aller à la banque pour faire un emprunt. Elle avait besoin d'avoir un homme derrière qui lui prête de l'argent ou qui investisse pour elle. Et malgré tout, elle se bat pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir mener à bien son objectif quand même. Et pour moi, le combat de l'indépendance des héroïnes, le thème de l'indépendance des héroïnes, c'est toujours très important parce que c'est vrai qu'on a tendance à, surtout dans les histoires d'amour, moi j'aime quand justement ça suit le cours de la société et qu'on montre qu'on est loin des clichés du 19e et il faut d'abord s'aimer soi-même, être amoureuse de soi-même pour pouvoir trouver l'amour auprès de quelqu'un d'autre et être épanoui en amour. Donc il y a vraiment ne jamais négliger tous les aspects de la vie d'une personne, d'un personnage. Après, la romance, c'est super cliché aussi, hein. C'est au premier plan, on a la relation amoureuse. Donc là, Bien sûr. en train de. Mais moi, je valide complètement ce qu'elles disent Jessica et Tony, et notamment Tony quand elle dit que effectivement, il faut, je pense que nos romans d'aujourd'hui doivent avancer avec la génération en fait d'aujourd'hui. Et alors, moi, je suis ni trop dans l'héroïne hyper indépendante, mais aussi, effectivement, comme elle disait Jessica, que quand dans certains livres, on a des héroïnes qui vont avec leurs émotions, vont avec leur relation amoureuse, après, ça peut devenir vite cliché, en fait. Et
moi, j'ai des adolescentes et ben, ces clichés-là, elles n'en peuvent plus, en fait. Autant elles en peuvent plus de ce côté dépendant d'un homme, alors qu'elles aiment, comme elle disait, elles aiment les histoires d'amour complètement. Mais, et en même temps, elles ne sont pas non plus dans ces femmes totalement indépendantes. Sans les hommes, c'est bon. Voyez, en fait, ce qui est compliqué aujourd'hui pour les auteurs, je pense, de romances notamment, c'est de trouver le juste milieu entre je m'assume, c'est pas que l'amour qui m'heureuse, et en même temps ce côté je girl power, mais à fond, vous voyez, on n'a plus besoin des hommes, voilà quoi. Parce que en fait, si. J'ai une question plus tard sur les hommes, alors ne me grillez pas D'accord. s'il vous plaît. Juste à propos des clichés, moi, je trouve que ce qui est toujours intéressant, c'est de connaître les codes et d'en sortir. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise bien les codes d'un genre, surtout, on peut faire ce qu'on veut. Parce que, au contraire, si on reste vraiment trop bloqué dans les codes, là, c'est répétitif. Et ce qui est intéressant, c'est de partir, même si on raconte une très belle histoire d'amour, de sortir justement de tous les codes, de tous les clichés, du mec macho, de la nana comme ci, et de la nana maladroite, de la nana, et de faire quelque chose. Ah, c'est ma question suivante, s'il vous plaît. Non, mais je vais répondre aussi à la question. Justement, pour cette histoire de clichés, je vois un petit peu ce que tu veux dire. Moi, je m'en suis servie aussi dans Contrat avec un geek. Le concept de contrat, je l'ai totalement pris à revers. Et justement, ça, c'est mon héroïne indépendante qui se veut indépendante et qui refuse et pour elle, l'indépendance, c'est surtout ne pas dépendre d'un homme. Et c'est vrai que je vous rejoins, que ce soit financièrement, dans les sentiments ou dans tout. Pour moi, une héroïne indépendante, ça ne dépend pas d'un homme. Et techniquement, oui, voilà, si elle ne dépend pas de son mec, en théorie, elle dépend de personne. Mais en vrai, je suis peut-être un peu plus mitigée aussi parce que justement, même si dans cette histoire, j'ai un peu une héroïne pitbull qui ne veut pas entendre parler des hommes, finalement, elle se rend compte qu'elle en a besoin quand même. Et je pense que voilà, on est aussi dans un contexte complexe. Enfin, nos héroïnes, elles sont entrepreneurs, elles sont fortes, elles ont beaucoup de choses comme ça. Parce qu'on est dans un monde où les femmes sont ainsi. Alors, c'est vrai que pour Tommy, c'est plus complexe quand tu projettes dans le passé parce qu'on n'avait pas du tout le même statut et tout. Mais je pense quand même, enfin moi, mes héroïnes en tout cas, elles ont quand même besoin d'amour, donc que ce soit l'amour des copines ou n'importe quoi, mais aussi l'amour de l'homme. Et là où je rejoins, je pense que c'est Jessica qui disait ça, là où je rejoins le fait aussi que on peut pas aimer tant qu'on n'a pas soi-même évolué, enfin si on n'est pas stable, ou c'est Kira qui disait, je ne me rappelle plus, mais tant qu'on n'est pas stable, on peut pas aussi vraiment se projeter dans une relation amoureuse. Donc l'héroïne indépendante, elle doit d'abord apprendre à devenir forte par elle-même pour construire une relation. Enfin, c'est comme ça que je vois l'articulation romance avec des femmes fortes d'aujourd'hui indépendantes. Question suivante. Non, j'allais dire que de toute façon, l'amour, c'est le plus beau des sentiments et la plus belle des aventures. Enfin, c'est toujours au cœur des histoires. C'est très beau. Moi, j'adore parler d'amour et tout ça. Mais c'est après, on n'en parle pas de la même manière que autant de Ne grillez pas mes questions. Donc, seconde question. Dans une romance, ce que la lectrice recherche, c'est de l'évasion, c'est du rêve quelque part. Est-ce qu'une héroïne indépendante ne colle pas trop justement à la réalité? Parce que toute femme voudrait dans la vie réelle être forte, être entrepreneur, s'assumer complètement. Mais dans une romance, voilà, on veut s'échapper de ce quotidien. Est-ce que ça ne colle pas trop à la réalité, une héroïne indépendante dans une romance? Je ne sais pas si je peux commencer. Allez-y. Merci. En fait, alors moi, j'ai noté, j'ai un peu travaillé, j'étais hyper inspirée, mais je me disais qu'en fait… Alors attention, on va limiter la réponse. Ouais. Non, mais je vais essayer de faire tout court. Mais en fait, je me disais que en fait, les héroïnes de romance aujourd'hui, où effectivement elles font rêver, on a trop envie d'être elles en fait. Enfin, c'est toujours bon. Je parle d'un gros cliché, mais malgré tout. Enfin, voilà, le gars est toujours mignon, même s'il est beau comme un dieu. Attention, il n'est pas que mignon, il est toujours beau comme un dieu. Ah,
ça dépend parce que par exemple, quand vous lisez par exemple des romans comme La petite boulangerie du bout du monde, le gars, c'est pas le canon, mais il est bien. En tout cas, comme elle le décrit à ses yeux, elle, il est beau. Mais j'allais dire que, je sais pas vous, mais je trouve que les romances d'aujourd'hui avec des héroïnes indépendantes, elles sont mises en parallèle avec les héroïnes de Feel Good. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je trouve que ces héroïnes de romance, elles nous font rêver. Moi, mon mari, à chaque fois que je lis une romance, il me dit non, mais c'est bon, tu me saoules. Parce qu'à chaque fois, je lui dis, tu peux me faire ça? Il me dit, qu'est-ce que tu as lu comme livre? Je vous promets que C'est le problème. C'est le problème. c'est vrai. L'exemple Et parfait il dans me les dit, qu'est-ce livres, que tu as lu? mais pas dans Et la en fait, vie. quand je lis un feel good, à contrario, je me retrouve en elle dans ma réalité en disant bon c'est pas toujours tout rose, voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et ça, en tout cas, ça me faisait vraiment penser à ça, votre question, que effectivement les héroïnes indépendantes, elles me font rêver, et pareil avec ce super univers, même si tout va bien, tout va mal, ça rebondit toujours sur quelque chose de positif. Mais du coup, j'arrive à garder cet équilibre de lecture, parce que je pense que moi, en tout cas à long terme, ça me saoulerait. Je me dirais non, mais c'est bon, c'est pas la vraie vie, ça me saoule. Et que je compense avec cette héroïne de Feel Good elle a une vie entre guillemets presque normale, et elle nous fait penser à nous, et et ça finit bien finalement aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça m'a fait penser à ça en tout cas. Qui veut continuer? Je rappelle la question. Est-ce qu'une héroïne indépendante ne colle pas trop à la réalité, alors que si on veut s'immerger dans une romance, c'est pour s'évader justement? Moi, j'aurais justement un point à ajouter face à ceci. Moi, en fait, je suis plus ou moins d'accord avec le principe que ça ne colle pas avec la réalité, parce que je pense que dans notre société actuelle, il y a de plus en plus de femmes qui sont indépendantes, qui ont justement des métiers plus haut placés. Puis je crois que c'est justement le principe que ça fait rêver, certes, mais c'est aussi une réalité qui devient de plus en plus réelle. Puis j'ai l'impression que ça peut aussi peut-être aider certaines femmes en lisant des romances. On n'est pas obligé toujours de lire des livres que informatifs, mais vraiment au travers de la romance, ça va peut-être leur donner envie justement de dire, moi aussi, je suis capable. Si l'héroïne de tel livre est capable, moi aussi, j'en suis capable. Et ça va leur donner les outils pour vraiment réaliser leurs rêves. Parce que moi, ce que je fais, en fait, quand je parle de romance engagée, c'est que j'emploie des thèmes lourds de la société que normalement, les gens refuseraient de lire parce que ça se retrouve beaucoup dans les gros livres psychologiques lourds. Et je les intègre à un genre littéraire qui peut vraiment parler à tous. Puis ça permet aussi d'être informatif en même temps d'être vraiment une évasion. Puis à mon avis, un peu avec les héroïnes indépendantes, c'est un peu le même principe. Ça vient de plus en plus près dans la réalité. La relève, la nouvelle génération est de plus en plus instruite. Ils ont de plus en plus de positions hautes. Il y a énormément de femmes maintenant qui sont médecins, qui sont cardiologues, qui sont spécialisées. Donc, je pense que ça se rapproche justement de la réalité, et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne autant. C'est qu'il y a énormément de femmes qui lisent, parfois plus jeunes aussi, ou plus vieilles, et qui se disent, c'est ma situation à moi, ou c'est la situation dans laquelle je souhaite être, et j'entreprends des démarches pour aussi. Oui, moi, je trouve que c'est inspirant. De lire des livres où les héroïnes sont fortes, où elles trouvent des solutions, où elles tiennent tête, elles vont au bout de leurs rêves et tout. Je trouve que c'est très inspirant, et souvent, comme on s'identifie à une héroïne, moi j'ai vraiment le sentiment que la lecture de ce genre de roman qui fait du bien, que ce soit de la romance, du feel good, de la comédie romantique, des trucs, eh bien, ça peut influer sur nos vies. Ça pénètre dans nos cerveaux, ça nous donne le sentiment que les choses sont possibles, et qu'on peut aussi trouver des solutions en nous, qu'on peut aussi évoluer, qu'on peut sortir des situations difficiles. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, qu'on lit des histoires d'amour. Moi, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec les analyses. En effet, les femmes d'aujourd'hui, elles sont de plus en plus indépendantes, et si elles ne le sont pas, c'est aussi par choix, parce que c'est vrai qu'on parle d'héroïne indépendante, mais une femme qui décide de se consacrer à ses enfants, c'est aussi un choix qu'elle a fait. Elle a ses raisons, enfin voilà. Tout ce qui est important, c'est que de nos jours, on peut choisir, quoi. Et, oui, puis il y a des périodes pour tout dans la vie. Oui, il y a des périodes pour tout, voilà. Et donc, je suis d'accord, là, les femmes sont indépendantes. Moi, je mets toujours en scène les femmes entrepreneurs, souvent scientifiques, tout ça. On n'est pas obligé d'être comme ça, mais si on veut être comme ça, inconsciemment, je suis une mathématicienne à la base, et j'étais la seule femme de mon DEA. À l'époque, on disait DEA, maintenant on dit master. Mais voilà, j'avais d'autres modèles qui m'ont permis de me dire, en tant que femme, je peux faire ça.
Et c'est important qu'on ait aujourd'hui ces modèles inconscients parce qu'on croit que la fiction, c'est juste pour se détendre, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant aussi, surtout sur les jeunes cerveaux, c'est très important. Donc voilà, c'est important et c'est à l'image du monde. La fiction crée la réalité. Ouais. Donc, les auteurs devraient plus, on va dire, se diriger vers ce genre d'héroïne pour inspirer peut-être les lectrices. Complètement. Mais je crois que ça prend un… Oh, pardon, vas-y. Allez-y. Si chacun écrit ce qu'il veut. Oui, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, dans le sens que ça prend aussi des héroïnes timides ou des héroïnes qui ont moins de courage parfois de prendre la parole parce que y a des femmes aussi comme ça, puis elles doivent aussi être représentées. C'est pas parce qu'on n'est pas une femme hyper indépendante, hyper forte, hyper girl power qu'on n'a plus le droit d'être représentée dans la littérature du tout. D'accord. Je rebondis sur la chick lit. J'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup plus de ces héroïnes-là dans la littérature chick lit. C'est… Voilà. Donc, Je peux dire un mot? Allez-y. Je déteste le mot chick lit. Ah, Poulette. Pourquoi voulez-vous le remplacer? Moi, je dis comédie romantique. Parce que la chick lit, c'est la littérature. Ah, comédie romantique, c'est pas pareil, moi, je trouve. Chick lit, c'est quand même genre… Le terme, c'est romance urbaine maintenant. Je crois Ah que l'Académie française ou je ne sais pas qui là, a trouvé un terme, c'est romance urbaine. Oh, ça fait urban fantasy, excusez-moi. C'est un peu… Chick lit, c'est méprisant pour celles qui le lisent, c'est méprisant pour celles qui l'écrivent. Chick, on n'est pas des poulettes, on n'est pas des dindes, on n'est pas des oiseaux. La comédie romantique, je ne connaisserais pas la chick lit dans la comédie romantique. Plus, par exemple, votre livre, Shani Brooke, sur un câlin ou un sourire à Noël, je ne sais jamais, je suis désolée, les deux titres. Ça, pour moi, c'est une comédie romantique, ce n'est pas une chick lit. Une chick lit, c'est vraiment l'héroïne, on va dire, un peu comme… c'est qui l'auteur de plusieurs chick lit? Alors, il y en a une qui va à New York, qui fait du shopping ou quelque chose comme ça. L'accro du shopping. Voilà, l'accro du shopping. Ça, c'est une chick lit. Ce n'est pas une comédie romantique pour moi. Je ne sais pas. Ouais, Il y a Anne, ouais, je vois un peu la nuance que tu mets dans la Voilà. Moi, je suis d'accord que c'est très axé sur le métier, sur la carrière, sur l'amitié. C'est axé vraiment sur toutes ces choses autour qu'on disait dont ont besoin les femmes indépendantes. Et c'est vrai que la chick lit met l'accent là-dessus. Mais je suis d'accord avec Tony, ce terme, je ne l'aime pas. Voilà. Ok. Bon. Il y a un courant spécifique de la comédie romantique, je dirais que c'est un sous-genre de la comédie romantique qui met l'accent et c'est vraiment quelque chose qui s'est construit après les romances Harlequin, il y a quelques, je sais pas, il y a 10-20 ans, quand on avait cette espèce de renouveau que les femmes se réappropriaient la romance pour la mettre à leur image, en fait. Et finalement, la romance d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est vraiment à l'image des femmes d'aujourd'hui, quand même. Et la chick lit, La chick lit, elle est née dans les années 90 avec Bridget Jones et avec Sex and the City. Et c'était, à l'époque, c'était déjà pour montrer que le célibat à 30 ans, ce n'était pas la catastrophe, qu'on pouvait être célibataire à 30 ans, que ça faisait partie du chemin de la vie, qu'on pouvait avoir… Et justement, il y a toute cette mythologie qui est née autour de la femme indépendante, autour d'aller au bar avec ses copines, de porter des chaussures à talons, de boire des cosmopolitanes ou du chardonnay, d'être dans un métier un peu fancy et tout ça. Et c'est à ce moment-là que la chick lit a explosé. Et c'était… attention, il y a plus de 10 minutes. Et c'était vraiment pour montrer, et j'ai trouvé ça très intéressant à l'époque, parce que moi, j'ai commencé à écrire en 2007, donc j'étais vraiment dedans, et que le célibat n'était pas une catastrophe. Alors, on appelait ces femmes des célibatantes. Ouais, exact. Alors, prochaine question. Est-ce qu'une héroïne indépendante est une féministe? Alors, je rappelle, j'ai cherché la définition du féminisme. Je n'étais pas très sûre. Alors, c'est le mouvement de lutte pour l'égalité entre les genres. Donc, ça englobe l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique. Rien que ça. Pour moi, il faut être féministe de toute façon. Et mes héroïnes sont toujours absolument féministes. Et moi, je revendique d'être absolument féministe. Donc, pour moi, ce n'est même pas une question. Est-ce que ce n'est pas une image, on va dire, vous ne donnez pas l'image inverse de la femme si elle est trop féministe, elle est
Je ne vais pas dire le mot, mais elle est un peu... Non? Bah, si les femmes ne sont pas féministes, je ne sais pas qui va l'être. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, mais le féminisme a une espèce de connotation, on va dire, un petit peu... Après, ça dépend de chaque héroïne et ça dépend de son vécu. Ça dépend enfin, j'ai des héroïnes qui sont féministes dans le mode principe un peu pitbull parce qu'elles ont vécu des discriminations quand elles étaient plus jeunes. Enfin, je pense que le féminisme dans une psyché, ça se traite un peu comme le racisme. Selon ce qu'on a vécu, on n'a pas le même rapport, en fait, pas le même rapport aux hommes, pas le même rapport à la pression sociale, à la politique. Et il peut y avoir une héroïne qui est extrêmement indépendante, mais qui ne se pose pas de questions parce qu'elle a toujours été comme ça, tout le monde autour de soi est comme ça, et finalement, elle n'est pas féministe parce qu'elle ne ressent pas le besoin et qu'elle ne voit pas forcément ce qui se passe dans le monde. Elles peuvent être féministes sans revendiquer le féminisme, mais dans leurs actions, dans leur vie, elles défendent une certaine, enfin, la vision du féminisme, vu que c'est l'égalité, en fait. Exactement. Je crois que toutes les femmes sont féministes d'une certaine façon, puis on n'est pas obligé de tenir une grosse pancarte en disant on est féministe. On l'est tout simplement. Puis je pense que justement, plus on va avoir des héroïnes féministes, plus la connotation négative du féminisme va disparaître tranquillement, parce que les gens vont se rendre compte que être féministe, être féministe, il y a plein de façons différentes de l'être. Il y a des femmes qui sont extrêmement militantes, il y en a d'autres qui sont simplement dans leurs principes. Puis je pense que c'est vraiment un mouvement, puis la connotation négative vient de ce que les médias partagent, parce que c'est toujours plus intéressant de partager le côté négatif du féminisme que le côté positif, évidemment, ça fait plus de vues, plus de clics. Puis je pense que justement, dans la littérature contemporaine, plus on en parle, plus ça va démystifier le sujet et moins on va justement associer ça à quelque chose de négatif. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on leur parle de féministes qui comprennent le principe. Mais je pense notamment, si je parle de féministe, par exemple, à mon père, ben lui, il va peut-être se dire « Ah, c'est les femmes qui se promènent avec les seins dans la rue. » C'est l'image que les gens ont du féminisme, mais c'est zéro ça. Il y en a, oui, qui le sont, puis c'est correct, mais le féminisme, c'est tellement plus grand que nous, c'est tellement plus que ça. Puis je pense que c'est vraiment en véhiculant l'idée que, ben, justement, le féminisme, c'est plein de choses, c'est des principes, c'est comme Tony l'a dit, comme Shani l'a dit, c'est vraiment très, très, très différent de juste cette image très petite du féminisme qu'on a. Chiara? Moi, je sais que, en fait, ce qu'elle disait, Jessica, ça me parlait dans le sens où moi, je ne mets pas en tout cas un mot spécialement sur ça, mais je sais que, par exemple, dans mon roman, l'identité de mon personnage est hyper importante. Pour moi, l'identité, c'est hyper important, qui tu es. Et je ne suis pas obligée de dire que, d'ailleurs, je me suis pas, alors peut-être que Tony, elle va me sortir une pancarte, mais moi, je ne me suis pas trop posé la question, est-ce que je le suis pas? Parce qu'en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est mon identité et qui je suis. Et peut-être que, je dis n'importe quoi, peut-être qu'en politique, en juridique, je n'ai pas envie d'être à l'égal d'un homme. En fait, je me pose pas sur cette échelle et mon personnage, pareil, c'est juste qui je suis. Je veux pas juste moi qu'on me mette dans une case, mais pas en tant que femme, en tant que personne, en fait. Donc voilà, mon personnage, en fait, je le fais évoluer en assumant qui elle est, mais pas en tant que femme, en tant que personne. Donc, et ça me fait penser un peu à Jessica, ce qu'elle dit, c'est que effectivement, on n'est pas obligé d'être avec des pancartes ou effectivement ce gros cliché finalement de femmes au sein dans la rue. Non, je pense que t'as pas, ça va au-delà de ça, de savoir qui tu es, ça va au-delà d'une pancarte et d'avoir ces médias qui donnent des reportages, des clichés du féminisme en fait. Mais en même temps, ça sert d'avoir des pancartes pour se faire entendre. Effectivement, oui, mais après, je pense qu'il y a ce mouvement, cette pancarte, mais malheureusement, quand on est dans un mouvement, dans une pancarte, je pense que malgré tout ça, il y a des femmes, puisqu'on parle de femmes, malgré tout, elles ne savent pas qui elles sont, même s'il y a ce gros mouvement, elles sont emportées dans un mouvement sans savoir, alors que malgré tout, ça devrait venir te parler sur toi, qui tu es, et vraiment, en fait, est-ce que tu suis un mouvement ou est-ce que c'est vraiment ce que tu as dans ton cœur, dans tes valeurs, ce que tu portes en fait? D'accord. En tout cas, le fait de revendiquer d'être une personne, juste une personne, c'est déjà du féminisme, parce qu'on enlève souvent aux femmes le droit d'être juste une personne exactement comme une autre personne. Donc, quand on dit féministe, c'est-à-dire qu'on veut justement exister en tant qu'être humain et pas en tant que catégorie féminine avec tous les clichés que comporte la catégorie féminine. On doit pouvoir vivre en tant qu'individu. Et ça, avec
Il n'y a pas que des clichés non plus, il y a aussi beaucoup de restrictions et c'est vrai qu'en France ou au Canada, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais il y en a dans notre pays, il y en a beaucoup dans d'autres pays et ça revient, il y a beaucoup de restrictions qui reviennent à la charge partout, chez nous aussi, hein, dans tous les sens. Complètement. Enfin, voilà, donc Mais c'est vrai que, la revendication est importante aussi, même si nous, on le mais ressent c'est pas vrai que pour les femmes, complètement, mais pour les femmes, malheureusement, enfin, c'est vrai qu'on est vite censuré, etc. Alors que je pense que malheureusement, il y a aussi un gros problème d'identité chez les hommes, en fait, finalement. Oui, oui, oui. Justement, Tu vois, justement, en fait, on va rebondir sur les hommes. Laissez-moi poser la question, s'il vous plaît. Ma question. Donc, on parle des héroïnes indépendantes et justement, je me pose la question de la place de l'homme. Donc, comment elles envisagent la relation amoureuse? Est-ce que être une héroïne indépendante, c'est aller sur, je sais pas, sur Mythique, sur Tinder pour rencontrer un homme ou alors un homme enfin, je veux dire, si un homme leur parle, est-ce que elle se méfie pas? Est-ce qu'il y a une réaction un petit peu d'agressivité? Voilà. Quelle est la place de l'homme et comment elle trouve l'amour? Moi, je dirais que c'est un peu comme, je rebondis sur les propos de Shani plus tôt, quand il disait que tout dépend du vécu de l'individu. Dans le fond, une femme, par exemple, qui a vécu des sévices sexuels, c'est sûr qu'elle peut réagir différemment d'une femme qui est indépendante, tout simplement, au niveau financier et tout. Mais je pense que la place des hommes est hyper importante en romance aussi parce que plus on véhicule des clichés toxiques, plus on prône la masculinité toxique, plus la place de l'héroïne indépendante devient un peu je dirais pas menacée, mais dans le sens qu'on véhicule qu'une femme est indépendante, d'accord, mais on continue encore avec les idées un peu archaïques des hommes qui sont toujours des bad boys, qui sont toujours des gros connards, alors que ben, dans la réalité, c'est pas ça du tout. Mais je comprends que ce côté, oui. Excusez-moi, est-ce que votre héros n'est pas un bad boy, celui qui a un bracelet électronique autour du pied? Non, étonnamment, non. Les gens l'associent toujours à un bad boy juste parce qu'il y a des tatouages puis qu'il est dans le crime, mais aucunement, sa personnalité est pas... C'est pas la définition du bad boy. Oui, ben non, mais pour moi, un bad boy, c'est pas nécessairement les tatouages, parce que je veux dire, j'ai plein de tatouages et je suis pas un bad boy. Hein? Une bad girl. Oui, exact. Mais je pense que ça va vraiment au-delà. Puis en fait, moi, quelqu'un que j'ai de la difficulté maintenant à lire, c'est vraiment les bad boys qui sont des gros cons au point qu'ils disent des choses tellement méchantes à l'héroïne que je peux même pas croire qu'une femme tolère qu'on lui parle comme ça aujourd'hui. Complètement. Puis j'aime bien l'opposition quand on met, par exemple, le mec qui est vraiment très, très bad boy à l'héroïne hyper pitbull, un peu comme on parlait plus tôt, parce que ben le mec se fait un peu remettre à sa place, puis ça fait différent. Mais comme je disais, je pense que c'est important de parler de d'autres choses. Par exemple, moi, mes personnages masculins, il y en a un qu'on parle du trouble d'anorexie chez l'homme. C'est quelque chose que je ne lis jamais, puis j'ai traité le sujet. J'ai parlé aussi du viol masculin, qui est un sujet très chaud. Quand encore dans la société, j'avais des lecteurs qui me disaient qu'ils ne savaient même pas que ça existait ou qu'ils ne croyaient pas du tout, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Puis je pense qu'en amenant une autre vision du fameux bad boy, avec des thèmes qui touchent souvent les femmes, qu'on amène aussi chez les hommes, parce que ben, les hommes aussi vivent ce genre de choses, ça permet un peu de ramener la vision plus réelle, si on veut, de l'homme. Puis je pense que l'héroïne indépendante, justement, joue un rôle super important là-dedans, parce que ben, ça vient un petit peu ramener les niveaux d'égalité, si on veut. Je suis totalement d'accord avec toi, Jessica. Et je sais que moi, c'est dans ma dark romance que j'ai surtout traité ça. Mais je pense qu'un homme a le droit d'être faible, un homme a le droit de pleurer, une femme doit protéger son homme aussi, des fois. Et vraiment, le féminisme, tout à l'heure, je disais en rigolant qu'il y a des hommes féministes, mais le féminisme doit inclure l'homme. Et je ne sais pas parce que les hommes sont autant oppressés que les femmes. Interdire à un petit garçon de pleurer, c'est pire que dire à une fille qu'elle doit être fragile. Quelque part, c'est horrible, c'est leur nier une part de l'humanité, quoi. Enfin, complètement. Moi, ce que j'ai fait dans mon dernier roman, c'est que j'ai vraiment choisi un héros qui était loin du macho, loin, et qui était quand même très sexy, mais qui était loin de tous les clichés qu'on colle aux mecs, un peu protecteur, un peu jaloux, un peu bad boy, un peu truc. Et c'est un mec qui est, déjà, il est pour la protection des animaux, il est écologique, il est très, très égalitaire. Tous les
tous les attributs du mâle blanc dominant, disons, comme on dit. Par exemple, il ne fume pas le cigare, il n'a pas de grosses voitures, il s'en fout de tout ça. Il ne la ramène pas, il ne va pas à la chasse. Voilà, c'est un homme d'aujourd'hui avec une sensibilité. Je le trouve super sexy, super sympa et tout. Il n'a pas une once du machisme à l'ancienne qu'on pouvait retrouver dans certaines histoires, dans certaines romances anciennes. Oui, la romance des années 80. Ouais. 80 et même 2000, hein. Ça oui, fait pas si longtemps qu'on brise les codes, là, parce que... Mais c'est bien, tu sais, je veux juste rebondir sur un truc. C'est correct que les femmes aiment lire le bad boy méga dominant, patriarcal et tout. C'est correct si vous aimez ce genre de choses. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Je pense juste qu'on parle justement du fait que c'est bien aussi d'inclure d'autres hommes. Parce que moi, un truc qui m'est revenu beaucoup, c'est avec notamment mon personnage qui a vécu un viol masculin. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Je ne l'aurais pas lu parce que moi, les hommes sensibles, ça ne m'intéresse pas. » Puis ça me fait de la peine en tant que femme de me dire « Mais on est rendu à ce point que si un homme n'est pas nécessairement dans un gang ou c'est pas nécessairement un biker ou un gros con, on n'est pas intéressé. » Mais c'est là où je reviens sur le fait que, voilà, un livre, ça doit nous faire évader du quotidien. Donc, c'est sûr qu'on ne rencontre pas un bad boy ni un biker à chaque coin de rue. Et voilà. Après, c'est peut-être ça exactement l'attrait, mais je pense que, un peu comme Tony disait, on peut prendre un mec sain d'esprit et le rendre totalement sexy. C'est tout à fait possible d'avoir un mec fragile qui va pleurer, qui va être plus sensible, qui va être charmant, mais qui a vécu un passé quand même très sombre puis qui est quand même très sexy. Les aspects qui reviennent souvent, c'est le passé lourd, le côté très charismatique du personnage masculin, mais on peut être les deux à la fois. Je comprends pas pourquoi on fait systématiquement cette distinction de si tu as une certaine sensibilité, une certaine humanité, tu n'es pas un personnage qui va m'intéresser. Moi, il n'a pas un passé lourd, parce que je sais que souvent, dans les romances, il y a des mecs qui ont des passés lourds. Tout, moi, il n'a pas un passé lourd, mais en tout cas, il a des valeurs. Et pourtant, il est archi super sexy. Il est un petit peu, elle se méfie aussi à ce jeu. Est-ce que je dois me méfier? Est-ce que je ne dois pas me méfier? Mais c'est pas du tout un mec avec les gros bras. Il est sexy, mais d'amour. Et je trouve que ça ouvre l'esprit de montrer que des mecs qui sortent des clichés peuvent être sexy, peuvent faire rêver, peuvent rendre la vie belle, peuvent emporter, peuvent être très sensuels. Voilà. Chani, votre héros est un geek. Est-ce qu'un geek, c'est sexy? Ah ouais. Non mais on parle pas de ça. Ouais, Thomasy est super sexy. À chaque fois que j'ai une copine qui le lit, elle fait mais je m'y attendais pas. Bah ouais, c'est un gros geek qui porte des t-shirts de geek, mais de temps en temps, voilà, il monte certains côtés et tout. Enfin, ouais, un homme de toute façon, c'est comme les femmes d'aujourd'hui. Alors comme ça, dans la rue, on n'est pas forcément apprêté et tout, mais si on se met en petite tenue, on est sexy. Tu vois. Enfin, c'est pareil pour les hommes, quoi. Ouais, moi, c'est un joueur de jeux vidéo. Tu vois. Ah, bah tiens, ça peut être sexy aussi ces bêtes-là. Hein. Et Kira, votre opinion sur la place des hommes dans les… Je rejoins totalement ce qu'elle disait. Les filles, je pense vraiment comme elle qu'on n'est pas obligé d'avoir un gars bad boy pour être hyper sexy ou avoir… Enfin, c'est pas une catégorie d'hommes, et heureusement parce que nos pauvres chéris… Hein. Oui, c'est la réalité. Vous verriez mon homme, je ne vous dis pas… mais sincèrement, ce qu'on disait tout à l'heure… boy. Et oui, mais au début de notre conversation, c'est que malgré tout, les livres, ils véhiculent quelque chose. Je pense qu'à un moment… vu qu'on est… en tout cas, pour Tony, c'est une grosse lectrice aussi. Je ne sais pas vous, mesdames, vous autres, mais… Du coup, quand tu regardes après ton homme à côté, tu te dis, attends, on va faire de la muscu, on va faire des tatouages. Sinon, tu n'es pas sexy, vous imaginez bien. Et donc, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle disait. C'est vrai que t'évader, complètement, quand tu as envie de prendre un livre, tu as envie de t'évader, mais je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer dans ça pour trouver un homme sexy. Finalement, ça serait comme aller à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure pour les femmes, le côté féministe. Du coup, le fait de le faire rentrer dans une boîte, finalement, si eux, ils pourraient prendre des pancartes aussi. Mais oui. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est vrai. Il y a des choses à revendiquer. Hein. Complètement. Donc, oui.
Je suis d'accord qu'il faut trouver le juste milieu pour continuer à faire rêver, mais sans non plus tomber dans un cliché. On ne va pas leur attribuer des comportements qu'on trouve limites quand même. Parce que, Complètement. C'est ce que disait Jessica, mais je suis tellement d'accord. Moi, j'ai lu quelques livres où franchement, alors, je le disais pas trop fort, pas trop haut, mais j'étais un peu choquée par ces clichés que c'est la femme. En plus, c'était souvent une héroïne qui était toute mignonne, etc., et qui tombait sur un gars qui lui disait des phrases qui disaient « Oh, bon, mais le pauvre, il a vécu quelque chose de fou dans sa jeunesse. » Non, mais quand même, faut pas quand même exagérer. Enfin, moi, si le gars, il me dit, franchement, excusez-moi si je vais vous choquer, mais mets-toi à genoux, chienne, parce que il a vécu un moment, mais il faut que je lui apprenne à aimer. Non, merci, quoi. Enfin, moi, je lui dis salut. Hein. Enfin, mais complètement. Donc oui, trouver le juste milieu pour que ça nous fasse rêver du début à la fin. Voilà, quoi. D'accord, oui, c'est devenu un compromis entre un petit peu, on va dire, les clichés d'antan et exactement ça. Ouais. l'évolution. créer le nouveau fantasme. Ah ben, Complètement. on vous attend, mesdames, hein, créer le nouveau fantasme. Ouais. On vient de loin, hein, on vient de loin parce que oui, les premières romances, la première femme qui a écrit du point de vue de l'héroïne, les histoires du mariage et tout, c'était Jane Austen. Et elle, le premier mec qu'elle a fait comme ça, qui a fait rêver des générations et qui a donné les codes pendant très longtemps, c'était Mr. Darcy. Donc le mec qui parle pas, qui communique pas, qui est archi riche, qui est méprisant et qui… Voilà. On ne dit pas du mal d'Orgueil et Préjugés. Non, mais je ne sais pas combien de fois, j'ai vu toutes les adaptations. Et que ce qu'elle décrivait d'ailleurs, c'était la difficulté pour une femme de ne pas être traitée comme un produit et avec une certaine fortune, de ne pas pouvoir prétendre à plus. Enfin bref. En tout cas, le cliché de Mr. Darcy, le beau ténébreux, est encore présent. est encore très présent. Mais Mr. Darcy, aujourd'hui, on lui foutrait des claques parce que le mec ne parle pas. Mais, on ne fout pas des claques à Monsieur Darcy. Pour partir dans le passé, George Sand, elle, dès le début, ses héros sont un peu différents quand même. Bah ouais. Il y a beaucoup évidemment, mais ce que je dis, beaucoup de… Enfin, voilà. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a donné les codes de la romance, disons, Jane. Alors, ma dernière question, et on va s'arrêter là. Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur de l'héroïne indépendante? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en aura de plus en plus? Moi, je dirais totalement. On voit de plus en plus des personnages au gros caractère, puis je me dis enfin et tant mieux. Parce qu'avec ça aussi, souvent, je pense à quelques auteurs que j'ai en tête, qu'ils font vraiment avec des héroïnes de plus en plus fortes, mais les mecs suivent aussi. Les mecs sont de moins en moins cons, et moi, je dis que c'était un débat de gagner. C'est déjà bien. Mais blague à part, au niveau de la femme, je suis vraiment contente parce que c'est un fait, il y a de plus en plus d'adolescents qui se tournent vers le new adult, la sexualité est découverte beaucoup plus tôt maintenant. Et tant mieux qu'ils lisent des livres où les héroïnes sont plus fortes, où on dit non aux relations toxiques, où le consentement est 100% respecté, puis c'est vraiment bien mis à l'avant parce que quand on découvre notre identité, c'est là qu'on forge notre identité, surtout sexuelle aussi. Puis c'est vraiment important d'avoir des modèles à suivre, puis c'est souvent dans les livres qu'on va les trouver. Est-ce que vous pensez que votre livre, Jessica, alors, c'est la duologie à moins de 500 mètres? À jamais plus de 500 mètres, oui. Voilà, je suis désolée, je ne retiens pas. En plus, le titre est un peu long. Est-ce que vous pensez que votre livre est paru trop tôt? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ce n'est pas encore dans les… que l'héroïne… Enfin, que l'homme sensible, en fait, n'est pas encore bien accepté par les lectrices. Non, honnêtement, il a bien fonctionné. Et comme c'est mes premiers livres, c'est beaucoup plus cliché que ce que j'écris maintenant. C'est plutôt ce que j'écris maintenant, je dirais, notamment The Ugliness of Beauty, qui parle de l'envers du décor du mannequinat et des troubles alimentaires chez les hommes. Et Le succès du malheur, qui parle du viol masculin. C'est beaucoup deux thèmes très chauds. Je ne sais pas pourquoi j'ai abordé ça, j'aurais jamais dû faire ça. Mais bon, voilà, c'est écrit. Et selon moi, je dis pas que c'est des livres qui sont parus tôt, puis même s'ils ne trouvent pas le même succès qu'exemple que je pourrais écrire un livre très cliché avec un gros con dedans, même s'ils ne rencontrent pas le même succès, je me dis, les rares personnes qui vont le lire, tant mieux, parce que ça l'amène une vision complètement différente. Puis je pense que si personne le fait en se disant ça ne vendra pas, on ne va jamais se rendre où moi, personnellement, j'aimerais me rendre, puis aller dans une librairie, puis trouver ce genre de livre. Fait que je pense qu'à quelque part, il faut que quelqu'un commence à en écrire, puis
de toute façon, j'écris pas pour vendre, j'écris vraiment pour les quelques retours des lectrices que j'ai. Moi, j'ai commencé sur Wattpad, puis c'est vraiment le principe d'avoir une communauté qui t'écrit, qui t'envoie des messages, qui m'a marqué. Et c'est la raison pour laquelle j'écris encore aujourd'hui, parce que on se le cachera pas, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui écrivent pour l'argent. C'est beaucoup plus une passion, un besoin d'extérioriser. Donc voilà, je dirais pas qu'il est paru trop tôt. Il va trouver son public le moment venu. D'accord. Chani, est-ce que vous êtes optimiste? Alors, moi, ça dépendra du futur de l'humanité. Je suis désolée, hein, mais je suis écrivain de SF avant tout et je ne suis pas très optimiste sur pas mal de choses. Ah oui, SF, qu'est-ce que vous voyez alors pour l'avenir? En fait, et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des clichés, finalement, psychologiquement. Certains clichés renvoient à d'autres choses. Le cliché de la secrétaire qui se met avec le milliardaire, ça renvoie à pour moi, ça renvoie à tout un besoin de la femme de sortir de ce truc de je dois être une femme carriériste et je dois être en même temps la mère parfaite, qui est totalement impossible en vrai, qui est très dur à assumer. Donc, on a envie de se reposer sur un milliardaire. Et je pense que si ça a tellement bien marché à une époque, le milliardaire, la secrétaire, c'est qu'on en avait besoin. La génération des femmes des années 80 en avait vraiment besoin parce qu'on leur demandait tout et son contraire et les hommes n'étaient pas là pour aider. Mais que nous, on a besoin d'autre chose. La dark romance, ça correspond à un autre besoin. On est entouré d'histoires de viol, on a cette peur, il y a un peu ce monstre dans le placard qu'on a besoin d'extérioriser. Et si demain, on tombe dans une société totalement totalitaire, coercitive et tout, les femmes, elles auront besoin d'extérioriser certaines choses. D'accord, voilà. Vous n'êtes pas très optimiste. Il y aura toujours des femmes pour écrire des choses, mais ce que je veux dire, c'est que les besoins des femmes, la romance, elle est là aussi pour répondre à des besoins. Et sans aucun préjugé, des fois, on a des besoins qui ne sont pas forcément liés à ce qui serait le meilleur pour nous. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. D'accord, donc c'est selon le moment, en fait, où on a besoin de… Oui, et puis ça peut dépendre des moments de vie de chacun aussi. Enfin, d'accord. Moi qui suis plus âgée que vous, et qui écrit depuis plus longtemps, moi je suis très optimiste justement parce que je trouve que la nouvelle génération qui arrive, dans tous les domaines, hein, dans l'écriture, dans la vie en général, les filles, je les trouve géniales. Moi j'ai 2 filles aînées, 2 filles grandes, et je trouve que justement elles se sont débarrassées d'énormément de casseroles que moi je pouvais encore traîner avec ma génération. Et justement, je suis très, très optimiste et très, très admirative de cette nouvelle génération. Donc pour moi, c'est que du positif qui arrive. Même si le monde dans lequel on va vivre est compliqué. Donc, mais justement, elles ont des consciences des enjeux écologiques, des enjeux féministes, des enjeux climatiques, des enjeux des rapports hommes-femmes, du consentement. Voilà, il y a beaucoup de choses dont on parle de manière beaucoup plus éclairée, plus réfléchie, on est beaucoup plus au courant et je trouve ça super parce que voilà. On va avoir confiance dans la jeune génération. Exactement. À vous, je ne sais pas, hein, vous n'avez pas été très confiante. Hein. Et vous moi, je pense un peu comme Chani, désolée. Non, je pense exactement pareil. Je pense qu'on a un moment, on a un besoin et je pense que pour le futur, en fait, elle a raison. Ce qu'elle dit, Tony, c'est que nos enfants n'ont pas les casseroles que nous, on avait, enfin, en tout cas, les problématiques que nous, on avait. Mais malheureusement, je pense qu'on va vers des autres problématiques qui ne sont pas aussi faciles à gérer, notamment avec cette nouvelle génération et puis tout ce qui se passe qu'on ne maîtrise pas, par exemple. Enfin, j'en parle 2 secondes parce que je trouve que c'est un truc qui se rajoute à ce qui se passe dans notre génération, le Covid, c'est qu'on individualise, mais vraiment, enfin moi je vois mes filles, elles sont un peu, je ne sais pas Tony quel âge ont tes filles, mais moi elles sont adolescentes aussi, mais grandes adolescentes, et elles voient plus leurs amis comme nous on les a vus. Ça c'est sûr. Mais même au-delà de ce Covid qui met des barrières, parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux, avec le virtuel, elles sont passées dans autre chose. Et pourquoi je suis un peu de l'avis de Chani, c'est parce que je me dis qu'on va vers d'autres problématiques et effectivement, les lecteurs auront besoin de répondre à un autre besoin. On ne peut même pas forcément connaître. Hein. On ne sait même pas de quoi répondre à la prochaine génération. Complètement. De toute façon, il y a des problèmes liés au réseau, des problèmes de harcèlement, des problèmes de mésestime de soi, des problèmes de haine de soi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont des sujets à traiter.
pour les romancières qui ont envie de les prendre et de les traiter. Il y a beaucoup de choses à raconter. C'est ça. Mais comme elle dit Jessica, en fait, c'est, en tout cas, moi, le fait de vous avoir entendu, ça me donne trop envie de lire vos livres. Et, non, mais vraiment, quoi. Et en fait, j'aime beaucoup les sujets qu'elle a apportés, Jessica, et d'autant plus qu'elle dit en disant, ben voilà, j'ai eu ça à cœur, enfin voilà, j'ai traité, et ça sera quelqu'un qui ira dans une librairie et demandera un livre sur ce thème, et ben il le trouvera. Et je pense qu'en fait, même si aujourd'hui on parle de romance, et ben au fond de nous, on s'adaptera à ce qui se passera et on aura envie d'écrire ce qui se passera, on sera poussé à écrire ce qui se passera et on aura le lecteur en face qui en aura besoin, qui le lira en fait. Donc, comme Shiny et Tony et Jessica, optimiste, négatif, voilà. C'est bien, Kira, elle est d'accord avec tout le monde. Est tellement vrai, donc franchement, oui, je peux que plus soyer. D'accord. Eh ben, je pense qu'on va finir cette table ronde. C'est l'heure, on a dépassé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Je vais vous demander de me dire si vous avez une actualité, c'est le moment. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? Est-ce que vous allez être publié? Quand est-ce que ce sera publié? Voilà, votre actualité. Moi, j'ai mon prochain roman qui sort le 6 mai chez les éditions Nisha et Catera. Donc, c'est celui sur le viol masculin, justement, qui est un sujet qui me tenait énormément à cœur. Donc, voilà, c'est pas mal ma seule actualité. D'accord. Shani? Moi, je crois que ma prochaine actualité, ce sera septembre-octobre pour ma prochaine romance de Noël. Là, le Covid, moi, ça m'a tué. Aucune créativité, là. Ah mince, oui, ça vous a bloqué, quoi, mince. Bon, mais vous écrivez vite, hein, parce que j'ai vu votre, c'est pas un diagramme, mais une espèce de tableau où vous pouvez écrire jusqu'à 15 000 mots par jour. J'ai écrit ça dans mon tableau. Oui, sérieux? j'ai vu un tableau. Ouais, il y a des poussées berserk, mais c'est pas tous les jours, hein, je pense pas. Ah, Non, oui, mais il y a des filles qui font ça tous les jours. Hein, il y a des très grandes. On divague, mais bon. D'accord. Donc, actualité, romance de Noël. Ouais. Kiera? Moi, un peu comme Shani, ça a été un peu plus calme avec le Covid, mais pareil, j'aimerais bien, en tout cas, je suis sur un nouveau roman pour septembre, j'aimerais bien, mais après, voilà, je ne me mets pas non plus la pression. Voilà. D'accord. Et Tony? Moi, j'ai la chanson du rayon de lune qui vient de sortir. Oui. Et à Noël, j'ai à Noël, j'ai un nouveau recueil avec ma team Romcom qui sort. Et enfin, ça va être une compilation de nos anciens, ça va être un best-of. Et puis, en mai prochain, j'ai aussi un nouveau projet avec elle et je suis en train d'écrire mon prochain roman. Voilà. D'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Et on croise les doigts pour se revoir en vrai. Voilà. Merci. Okay, ouais, au revoir à vous. Ça serait bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye.